Quelques nouvelles de la protection de l'enfance en Indre-et-Loire, par Joséphine Kalash, mai 2020. À l'automne dernier paraissait sur ce blog un copieux dossier dédié à la protection de l'enfance, compétence dévolue aux conseils départementaux qui organisent la mise à l'abri des mineurs subissant des carences éducatives, affectives et matérielles. Il était question des mutations récentes, des modalités de l'intervention publique à l'heure de la mise en compétition des acteurs du secteur, du sacro-saint respect de la contrainte budgétaire et de la nécessaire optimisation et efficience des moyens alloués. Plus récemment, un autre article mettait en évidence les difficultés liées au confinement dans les foyers de placement pour les mineurs, pris en charge par les institutions, et le stress causé aussi bien aux jeunes eux-mêmes qu'au personnel de l'éducation spécialisée et aussi aux parents, l'administration naviguant à vue depuis les débuts de la crise du Covid-19. Le déconfinement et le coup d'envoi officieux de la campagne pour les élections départementales qui auront lieu au printemps 2021 provoquent une certaine effervescence dans les coulisses de la protection de l'enfance. Cette fois encore, l'apathie des politiciens, médias et citoyens pour des questions pourtant centrales dans une société démocratique qui entend protéger et offrir des conditions de vie dignes et autonomes à tous ces jeunes pourrait aboutir à une nouvelle étape de désengagement des institutions dans les politiques publiques de solidarité. La loterie de l'appel à projet. Petit rappel avant de commencer. Pour se conformer à la loi de 2002 qui réorganise en profondeur la protection de l'enfance, le Conseil départemental d'Indre-et-Loire, CD37, a dû se résoudre à lancer en 2017, après des années de tergiversation et de bricolage, des appels à projets en bonne et due forme auprès des associations reconnues expertes dans le domaine de l'éducation spécialisée. Ainsi, la Croix-Rouge, le groupe SOS, la Fondation Verdier, l'association Montjoie et l'association départementale de sauvegarde de l'enfance, ADSE, Action Enfance, les apprentis d'Auteuil, l'IDEF et l'AAFP ont participé à ce processus au terme duquel le CD37 a sélectionné des structures qui pourront porter des politiques publiques en échange d'un financement calculé sur la base d'un certain nombre de jeunes à accompagner ou à héberger, cette base étant établie à partir de statistiques et d'évaluations des besoins sur notre territoire. Ceci dit, ces évaluations sont toujours en deçà de la réalité, afin de ne pas faire gonfler les budgets prévisionnels, alors même que la courbe des situations qui nécessitent un suivi de la protection de l'enfance ne fait qu'augmenter. Les participants à l'appel à projet ont dû constituer d'épais dossiers compilant leurs atouts, méthodes, philosophies, mais aussi leurs coûts de fonctionnement, afin de se porter candidat à l'obtention d'une de ces fameuses délégations de services publics, DSP. 5 lots de politique publique étaient proposés par le CD37, allant du placement en foyer à l'organisation de dispositifs d'insertion ou d'accompagnement, le tout avec un schéma de redéploiement territorial qui marginalise un peu plus les zones rurales, dans le Chinonnais par exemple. Cette sorte d'appel d'offres sur le marché de l'enfance à protéger a été bien sûr très politique et a permis indirectement de restructurer le secteur associatif pour faire des économies au principal financeur, le CD37. Ainsi, la DSE a raflé en 2018 pas mal de lots en fusionnant avec l'association Montjoie, tout en mettant hors jeu le groupe SOS. Cette danse a été largement menée par le président du conseil départemental, Jean-Gérard Pommier, élu LR, ancien maire du Tréhuppé Saint-Avertin, ancien directeur général des services au CD37 et catholique pratiquant, ce qui explique probablement, en partie, une belle amitié avec le très pieux Jean de Fouquière, président de la DSE, et une certaine aversion pour Jean-Marc Borello, président de SOS, 68ard reconverti dans le business social et ténor de la Macronie. On le voit, cette première phase a donc été assez rondement menée par un Jean-Gérard Pommier, vieux briscard des manœuvres politiques. Restait en suspens la question du lot portant sur les placements en foyer dans l'agglomération de Tours. On parle de 220 places, de loin le plus grand pôle d'Indre-et-Loire. Depuis 50 ans, ce sont essentiellement l'ADSE et la Fondation Verdier qui gèrent ces placements, répartis en différents foyers en fonction des publics ciblés, ados, enfants, très jeunes adultes en fin de formation. Lors de l'appel à projet de 2018, les dirigeants de Verdier ont vite compris ce qui se jouait et ils ont proposé une idée de fusion à moyen terme avec la Croix-Rouge pour ainsi optimiser l'organisation administrative et compresser les coûts de gestion, tout en réduisant le nombre d'éducateurs spécialisés, substitués en partie par des moniteurs éducateurs et des maîtresses de maison moins diplômés et donc moins payés.
Et en effet, ce principe de fusion a été validé par le CD37, bien content de faire venir en Indre-et-Loire un acteur majeur du secteur tout en s'assurant de faire la nique au groupe SOS. Pour autant, un grand flou entoure encore maintenant, 2 ans plus tard, l'attribution de ce lot. La question achoppe sur le nombre de places qu'entend financer le CD37 sur la base d'un de ces fameux calculs sous-évalués évoqués un peu plus haut. Pour l'heure, le chiffre de 110 places a été retenu. De son côté, la direction de Verdier a fait le choix d'essayer de garder la pleine capacité d'accueil de ses foyers, soit 170 places, ainsi que tous les personnels et tous les locaux. Cependant, les négociations sont au point mort depuis des mois et il semble que Jean-Gérard Pommier joue à cache-cache, évitant soigneusement de rencontrer ses interlocuteurs ou même de donner quelques indications pour poser un cadre plus clair sur l'avenir du financement des places des foyers à Tours. Face à ce mutisme, les dirigeants de la Fondation ont alors pris l'initiative de proposer un nouveau projet amendé en 2019, déclenchant cette fois encore une réponse lapidaire du CD37 « Trop cher, essaye encore ». Difficile de comprendre la stratégie de M. Pommier. Veut-il dégrader la situation financière de la Fondation pour pousser à une restructuration plus franche qui viendrait de la direction elle-même, sans avoir à salir les mains du conseil départemental qui ne veut pas endosser le costume du méchant à moins d'1 an d'élection? A-t-il seulement une stratégie d'ailleurs? Ou pilote-t-il à vue en essayant de gagner du temps jusqu'en 2021? Car en effet, les 60 places restantes chez Verdier, inoccupées, pèsent fortement sur le budget de la Fondation, qui perd 50 000 € chaque mois dans cette configuration. On comprend que cette situation intenable est à l'avantage du département qui peut jouer la montre et laisser la situation pourrir jusqu'à la cessation de paiement par la Fondation qui sera contrainte de sabrer dans les effectifs et ainsi réduire ses coûts, principal objectif de l'agent comptable suprême Jean-Gérard Pommier. En adoptant un point de vue libéral pragmatique, on pourrait se dire que finalement la Fondation est surdimensionnée et que cela relève de l'ordre des choses de la purger pour l'assainir quelque peu. Sauf qu'en Indre-et-Loire, des dizaines de mineurs migrants isolés ne sont pas pris en charge par la protection de l'enfance et risquent même d'être mis à la porte de leur hôtel social le 2 juin, comme nous l'apprend un communiqué de l'association Utopia 56 Tours, alors qu'ils pourraient tout à fait être pris en charge par Verdier qui a des places et des compétences. Et que dire alors de la cinquantaine de mineurs en attente de placement dans le département, soi-disant faute de place? Un jeune adolescent tourangeau attend même depuis 1 an un placement. Ce qui fait dire à un spécialiste qu'il sera très difficile de construire une relation de confiance avec le garçon que l'on a laissé si longtemps dans sa famille malgré les injonctions du juge. Et encore, cela sans compter sur les 95 dossiers qui ont été transmis aux autorités pendant le confinement et qui ne sont absolument pas traités à l'heure actuelle. Cette situation atteint même des sommets d'absurdité lorsqu'on se penche sur la question financière qui préoccupe tant M. Pommier. En effet, la Fondation Verdier, pour limiter ses pertes et remplir ses missions, reçoit des jeunes d'autres départements saturés, notamment du Maine-et-Loire et de Paris. Ils sont ainsi 12 à ce jour dans les foyers de la Fondation, ce qui génère des surcoûts exorbitants, ne serait-ce qu'en transport pour les jeunes qui rentrent voir leur famille parfois chaque week-end, ou en déplacement professionnel pour les éducateurs référents, immobilisant des véhicules et compliquant l'organisation des emplois du temps. On parle ici de dizaines de milliers d'euros en taxi, billets de train, plein d'essence et nuits d'hôtel. Au-delà de ces questions pécuniaires, c'est aussi le suivi des jeunes qui en pâtit. Leurs éducateurs référents dans le 37 ne connaissent pas bien les cadres ni les procédures spécifiques de la protection de l'enfance d'autres départements, ce qui entraîne des lourdeurs administratives malgré la bonne volonté des acteurs. Comble de l'ubuesque. Parmi la cinquantaine de mineurs en liste d'attente pour un placement en Indre-et-Loire, certains ont été placés de manière provisoire dans d'autres départements, engendrant les mêmes soucis. Mais comme ces dépenses extraordinaires entrent sur une autre ligne budgétaire, les dépenses structurelles pour la protection de l'enfance du CD37 sont stables et prouvent donc la bonne gestion de Jean-Gérard Pommier qui pourra en faire un argument massue pour briguer un nouveau mandat. Face au caractère critique de la situation et sans contact avec le CD37 depuis novembre dernier, la direction de Verdier a décidé de penser à un 3e projet. Cette fois-ci, en proposant la fermeture d'une de ses unités et la revente du bâtiment pour colmater ses comptes tout en redéployant le personnel, sans licenciement sec. Cette fois, M. Pommier, sentant le piège politique non loin d'élections, a pris les devants. Hors de question d'aller au-delà du financement de 110 places, mais il souhaite que la Fondation puisse pérenniser son action sans casse sociale, notamment en travaillant davantage avec d'autres départements. Bref, un modèle de langue de bois pour gagner encore du temps. Depuis quelques jours,
la réponse des salariés s'organise timidement, notamment sur un plan syndical. Et il se dit dans les couloirs que le nouveau directeur de la protection de l'enfance d'Indre-et-Loire, Nicolas Baron, aurait des relations tendues avec Jean-Gérard Pommier, essentiellement sur ces questions financières. Espérons qu'un bon vieux rapport de force puisse s'installer dans ce contexte préélectoral et que la question des politiques de protection de l'enfance devienne centrale pendant la campagne à venir. Un boulevard politique s'offre également à une gauche unie si elle sait se saisir de ces enjeux. Affaire à suivre donc. Confinement et déconfinement en foyer. Depuis l'annonce du confinement de la population par Emmanuel Macron le 16 mars, les directions départementales de la protection de l'enfance ainsi que les structures directement au contact des jeunes placés ont connu des situations de tension inédites renforcées par les sous-effectifs chroniques dans le secteur. D'abord, il a fallu parer au plus urgent et équiper les foyers en stock de gel hydroalcoolique, en masques, en gants, avec l'angoisse du scénario catastrophe des contaminations en cascade. Le plus souvent, ce sont les associations gestionnaires des foyers qui ont payé de leur maigre poche les interventions hebdomadaires de sociétés de désinfection et continuent de le faire d'ailleurs. Parallèlement, sans directive ministérielle claire, les services administratifs ont dû préparer plusieurs scénarios possibles. Dans un premier temps, les familles ont été contactées pour savoir si elles étaient dans la capacité de récupérer leur enfant pour la période de confinement. Des visites de contrôle du logement par des éducateurs ont même été pensées dans l'urgence, vu les délais. Mais quelques jours plus tard, la décision tombe d'en haut. Tous les jeunes sont maintenus dans les foyers de la protection de l'enfance et des juges actent en catastrophe la suspension des droits de visite et d'hébergement des familles. De même, l'envoi de colis aux jeunes est fortement réglementé pour éviter les contaminations depuis l'extérieur afin de parfaire la quarantaine. Les cadres et éducateurs spécialisés sont dès lors confrontés à une série inédite de problèmes. D'une part, les appels des familles se multiplient, fortement mécontentes de l'éloignement forcé, les échanges étant parfois très tendus, les accusations de kidnapping revenant régulièrement. Très vite d'ailleurs, décision est prise d'autoriser l'installation d'applications telles WhatsApp sur les téléphones des jeunes pour qu'ils puissent échanger à volonté avec leur famille et apaiser la question de la continuité du lien familial. D'autre part, la mise en place des classes virtuelles par l'Éducation nationale alourdit considérablement la tâche pour les personnels du foyer qui doivent faire le suivi individualisé de groupes de 12 jeunes. C'est d'autant plus compliqué que les élèves en section d'enseignement général et professionnel adapté, SECPA, ne disposaient pas d'outils informatiques qui structurent le lien entre professeurs et tuteurs légaux, comme peut l'être Pronote pour les autres élèves. Au bout d'une semaine, l'Éducation nationale leur a ouvert un accès en catastrophe, il a fallu apprendre très vite à maîtriser l'interface. Pour les gamins en primaire, tout s'est passé par mail directement avec les instits, ça a été compliqué à gérer, nous dit un travailleur du secteur. C'est aussi toute l'organisation du travail qui est à revoir. Les protocoles sanitaires draconiens tendent les relations aussi dans les équipes, par exemple au sujet de l'utilisation systématique du masque, que certains éducateurs refusent. Une partie essentielle de l'échange avec les jeunes passe par la communication non verbale et les expressions faciales, notamment lors de certaines conversations importantes, surtout avec les plus jeunes, témoigne un éducateur. Se pose aussi en filigrane la question de l'organisation en cas de contamination et certains éducateurs sont bien conscients qu'ils seront peut-être contraints de rester en quarantaine forcée avec les jeunes si eux-mêmes sont contaminés pour éviter aux autres collègues de courir le risque. Alors, on a clairement évoqué le fait de se sacrifier entre collègues, avoue une autre éducatrice. Ceci dit, il semble qu'un seul foyer d'accueil en France ait eu à gérer cette situation et les jeunes ont tous été répartis dans des hôpitaux pour les isoler et surveiller leur état. En tout cas, le nombre d'heures supplémentaires a flambé pendant la période, des volumes d'une 50aine d'heures par semaine étant devenus fréquents. Le plus souvent, les structures ont essayé de se débrouiller avec les moyens du bord, à moindre frais. Personnel de ménage du conseil départemental, étudiants en institut du travail social, stagiaires, services civiques et même des bénévoles ont été utilisés pour décharger les éducateurs et maîtresses de maison titulaires de certaines tâches. Plus rarement, les structures ont pu verser des primes au personnel, 400 € en mars et en avril pour les salariés de l'association Montjoie, mais encore fallait-il disposer de marges budgétaires suffisantes. De leur côté, ni l'État ni le CD37 n'ont versé de primes, promis d'augmentation, proposé de médailles, ni même des applaudissements à 20 h, pas assez héroïques visiblement. Avec l'annonce du déconfinement, nouveau branle-bas de combat dans toute la pyramide administrative, les directives ministérielles tardant à paraître. Chaque conseil départemental fixe de manière autonome, en fonction du contexte local, les règles pour la reprise des visites et hébergements dans les familles. En Indre-et-Loire, il a été choisi que seules les visites étaient pour l'instant restaurées, et encore, toujours dans les locaux des délégataires de la protection de l'enfance et en présence d'un éducateur spécialisé pour médiatiser la rencontre et s'assurer du respect des gestes barrières. Cependant,
il est laissé à l'appréciation des éducateurs un aménagement de la configuration. Empêcher une petite de 6 ans qui n'a pas vu sa mère depuis 2 mois de lui faire un câlin, c'est impensable, assure un professionnel. Malgré tout, certains cas ne sont pas réglés, par exemple ceux des enfants placés mais en provenance d'autres départements où les règles peuvent être différentes, posant des problèmes de partage des compétences et retardant de fait la possibilité pour ces jeunes de retrouver régulièrement leur famille. Enfin, la reprise de l'école et du collège pose aussi de nouveaux casse-têtes, d'autant plus que les jeunes placés en foyer sont prioritaires pour y retourner. Là encore, le ministre compétent, M. Adrien Taquet, a laissé la liberté à chaque conseil départemental d'organiser ce retour progressif. D'abord prévu la semaine du 18 mai, c'est finalement le lundi 25 mai que les premiers jeunes de foyers scolarisés en 6e et 5e retournent au collège si leurs parents sont d'accord. Chaque enfant sera muni de gants et d'un masque en tissu qu'il faudra laver chaque soir après un passage individuel dans un sas sanitaire improvisé pour l'occasion dans chaque foyer. Ça va être la grosse galère avec les petits. Franchement, on préférait qu'ils ne retournent à l'école qu'en septembre. Le risque sanitaire est trop grand et s'il y en a un qui le chope, il leur filera à tout le monde en 48 heures vu l'organisation des foyers, témoigne un moniteur éducateur d'Orléans. On le voit, encore une fois, le désengagement lent mais sûr de l'État dans les politiques de solidarité et plus généralement dans ce que l'on appelle les grands services publics ne touche pas que l'hôpital et l'école qui font les premières pages des journaux. Le secteur confidentiel de la protection de l'enfance, pourtant historiquement un des premiers domaines d'intervention de l'État contemporain, dès la Révolution française, subit de plein fouet ces mutations. Seulement voilà, il concerne peu de monde, le plus souvent déjà dans des positions de relative marginalité sociale. Le secteur est atomisé en une multitude d'associations et d'acteurs locaux finalement peu structurés au national. C'est le domaine par excellence de l'humain, là où l'innovation technologique et la culture du chiffre et de la performance ne fonctionnent pas. Alors, petit à petit, mais avec minutie, les politiciens porteurs des théories libérales si dominantes détricotent des missions qui pourtant font l'honneur d'un véritable projet républicain.